y aller. Bonjour, bienvenue dans la deuxième session de notre parcours vers les sociétés écologiques de demain. Vous vous souvenez que notre première session a été dédiée à la notion de la transition écologique. Et donc aujourd'hui, on fait la deuxième session qui est la dernière de notre séquence introductive. Ensuite, on verra dans la première séquence le diagnostic, donc le diagnostic écologique, donc d'où on part dans l'idée de transition. Et ensuite, la deuxième séquence au second semestre, la question de la destination, vers quelle société écologique on veut aller. Et donc, dans la première session, on a vu que la notion de transition écologique cache pas mal de choses, qu'on est parti d'une notion qui était à la base liée à la permaculture, qui a été développée par le penseur australien David Holmgren, et que c'est une notion qui a été récupérée et transformée lors de son institutionnalisation et même une forme de trahison de la notion où on va d'une idée de transition de descente énergétique vers la transition comme troisième révolution industrielle, décarbonation, numérisation, et la troisième de cette trinité, c'était géo-ingénierie. Voilà. Donc, avant de se lancer, donc aujourd'hui, la session, c'est autour de la profondeur historique du mouvement écologiste. Donc, on va poser la question de qu'est-ce que l'écologie ? Mais avant de se lancer, il y avait quelques questions de la semaine dernière auxquelles Baptiste va répondre. Oui, alors il y a eu plusieurs questions auxquelles on a répondu avec le groupe de l'accord des 30 personnes qui sont inscrites à l'année au cours. Mais comme il y a d'autres personnes qui suivent le cours en ligne, je voulais en redire un tout petit mot. La question est revenue beaucoup qui était au final, mais qu'est-ce que la transition écologique ? On ne comprend plus qu'est-ce que c'est. Alors on a eu le sentiment de ne dire que ça pendant une heure, mais la réponse de Georgia, je trouvais assez bonne de dire qu'au final, c'est l'histoire d'une trahison, quelque chose qui désignait une descente énergétique et qui devient maintenant une surenchère industrielle avec une augmentation énorme de la dépense énergétique. Donc c'est une notion qui est presque double. Enfin, elle veut dire deux choses qui sont différentes. Donc on peut avoir plusieurs notions de la transition énergétique, on peut la revendiquer dans un sens ou dans l'autre. Elle ne va pas de soi en tout cas, c'est peut-être notre message principal dans ce début, dans cette introduction. Ensuite, il y a dans un autre sens la transition écologique, dans le sens où on pourrait la redéfinir quelque part. La réponse à cette question, qu'est-ce que la transition écologique pour nous, chez Wild Project, si on voulait vraiment donner du sens à cette notion, c'est l'ensemble du cours qui va y répondre, puisque le premier semestre repartira du diagnostic, je répète un peu, mais c'est fondamental, et le deuxième semestre, la question de la destination, et on ne peut pas savoir en quoi consiste la transition si on n'est pas clair sur quel est le diagnostic écologique et quel est le point d'arrivée auquel on veut aller. Ensuite, je voulais aussi redire un mot d'une question importante de Audrey sur le fait qu'on n'avait pas cité le livre de Jean-Baptiste Fressoz qui s'appelle « Sans transition », qui est sorti en janvier dernier au Seuil et qui est un livre super important dans sa dimension critique. Parce que le livre n'est pas une critique de la notion de transition écologique en tant que telle, qui était l'objet de notre session précédente, mais c'est une critique de la notion de transition énergétique. En un mot, je vous conseille la lecture vraiment du livre, en un mot, ce que Fressoz fait, c'est qu'il montre que la notion même de transition énergétique, l'idée qu'on va passer d'une source d'énergie à une autre, est elle-même historiquement infondée, aberrante, inopérante, entièrement fausse, et qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire, depuis que l'industrie a été inventée, il n'y a jamais eu de transition, mais uniquement des accumulations d'énergie qui sont en fait symbiotiques. Le pétrole a besoin du charbon, le nucléaire a besoin du pétrole et du charbon, et toutes ces énergies ont besoin les unes des autres. Donc en fait, les énergies s'empilent, on l'avait montré dans le schéma de la semaine précédente, et beaucoup de gens ont ce schéma en tête, mais c'est quand même suffisamment fondamental pour le dire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est en fait la transition écologique telle qu'elle est répandue aujourd'hui est en fait une espèce de confusion entre le sens de Holmgren et cette idée de transition énergétique qui n'en est pas une mais qui est une accumulation. Et que la notion même de transition énergétique est en fait une invention des futurologues, des prospectivistes, au prisme de laquelle ils réinventent une histoire qui n'a jamais eu lieu. Il n'y a jamais eu de transition.
Donc c'est quand même pas rien, tout ça. Et c'était bien de... Merci Audrey pour la question, c'était bien qu'on en reparle. Et peut-être la chose à retenir pour moi sur la leçon précédente, dans cette histoire de récapitulation, on tient beaucoup à ça de la session précédente. L'histoire, c'était vraiment de se demander ensemble comment est-ce que le mot écologie, dans les années qui sont les nôtres, 2025 maintenant, comment le mot écologie en est venu à désigner une révolution industrielle de décarbonation qui va intensifier l'extinction de la vie sur Terre. Comment ce truc a pu arriver ? Quels sont les verrous absents qui ont empêché que ça arrive, quoi. Comment on a pu arriver là ? Et là où ça nous intéresse tout particulièrement, du coup, ça va être l'objet vraiment de la session d'aujourd'hui, c'est de revenir à de la profondeur historique. Donc on l'a vu à la session précédente, la notion de transition, elle est quand même assez récente. Le mouvement de l'écologie, lui, il a plus de 150 ans. Et c'est intéressant de reparler, je trouve, d'une personne comme Jean-Baptiste Fressos, par exemple, donc, qui est historien de l'énergie ou historien de l'environnement. C'est qu'en fait, vous voyez, donc déjà, ça nous amène à cette question de regarder la profondeur historique des choses. En tant qu'objet, la notion de transition, elle date des années 70, donc elle a une cinquantaine d'années. L'histoire de l'environnement, l'histoire de l'énergie, l'histoire des pollutions, c'est déjà un mouvement qui, lui, a plus de 100 ans. Enfin, on peut regarder, par exemple, l'arrivée de la voiture. On se souvient, je sais pas, la première révolution industrielle, les romans de Dickens, le ciel de Londres qui est noir, couvert de la suie des usines à charbon. Et ça nous amène à la profondeur du mouvement qu'est l'écologie. Donc, l'écologie, le mot a été formalisé au milieu du 19e siècle pour la première fois. Par un naturaliste allemand. On peut raconter cette histoire-là, mais ce n'est pas forcément non plus la plus intéressante en tant que science des relations et des conditions d'existence. Mais en disant cela, en fait, il voyait bien qu'il y avait des environnements, des écosystèmes qui étaient perturbés. Et donc là où ça nous intéresse, c'est qu'en fait, la notion d'écologie elle-même, elle est complexe, elle est multiple, et que même les expertes et les experts en ont des définitions différentes. Et c'est avec cette complexité-là qu'il faut réfléchir à ces sujets. En fait, ce n'est pas monolithique, la réponse n'est pas toute faite. Et on a même plus des questions que des réponses, même si on va le voir quand on travaille avec le catalogue des Simwell Project, on a quand même des intuitions fortes qui commencent à ressembler à certaines réponses. Enfin, on arrive à s'orienter, quoi. Là où la profondeur de ce mouvement de l'écologie nous intéresse, et là où ça nous intéresse de prendre le temps de la partager vraiment avec vous, c'est que ce qu'on va voir, c'est que l'écologie, ça peut être à la fois, et du coup c'est à la fois une science, un mouvement politique, des considérations économiques, des modes d'organisation sociale, tout un ensemble d'imaginaires, des liens avec les arts, la littérature, etc. Et donc, voilà, on avait envie, nous, en tout cas, dans cette deuxième session, de repartir de cette profondeur-là pour aussi essayer d'éclairer la notion de transition à l'aune des 150 ans des pensées de l'écologie. Et donc, ce qu'on a fait dans le cadre de la préparation de cette session, c'était de vous donner 4 petits textes à lire. Donc, on revient très rapidement dessus. On en reparlera dans la dernière partie du cours, mais j'y reviens très rapidement pour celles et ceux qui les auraient pas lus, et puis aussi pour se les remettre à l'esprit. Donc, un premier qui date, donc qui parle d'un événement des années 1930, qui est le Dust Bowl. Donc, le Dust Bowl, qui est une grande pollution de poussière liée à la monoculture agricole aux États-Unis. Donc qui est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez les raisins de la colère de Steinbeck, mais ça se passe à cette époque-là, et qui est un moment fondateur pour l'écologie scientifique, parce que c'est à ce moment-là aussi que la notion d'écosystème apparaît avec Tansley dans les années 30, et un moment important aussi de la prise en compte par l'administration des pays occidentaux des problématiques de la pollution. Le deuxième exemple, c'était celui de Rachel Carson et donc Printemps silencieux. Donc le scandale des pesticides et l'émergence dans les années 60 du mouvement de l'écologie comme mouvement social, comme mouvement politique, avec la préface d'Al Gore, donc, qui lui aussi, candidat à la présidentielle américaine, une vérité qui dérange. Enfin, c'est toute cette histoire aussi qui a été reprise, hein, il y a quand même une vingtaine d'années par Al Gore. Le troisième, c'est, donc on avait évoqué la dernière fois, mais la distinction entre écologie superficielle et écologie profonde par Arne Naess, donc plutôt dans les années 70. Et là aussi, du coup, qui nous permet de réfléchir à l'idée qu'il y a une écologie institutionnelle ou une écologie administrative, mais qu'il y a aussi une écologie culturelle, une écologie qui est peut-être plus vaste que la seule prise en compte des enjeux environnementaux et de pollution.
Et le dernier exemple, qui est celui de Vandana Shiva, donc plutôt des années 80, mais jusqu'à aujourd'hui, et qui est aussi vraiment ce qu'on a appelé, nous, du coup, le tournant féministe et décolonial de l'écologie, qui est aussi son tournant un peu altermondialiste, mais en tout cas de ne pas oublier que l'écologie, elle se relie à des tas d'autres mouvements sociaux et politiques, et que donc elle est aussi vraiment intersectionnelle. Voilà, donc je m'arrête là pour ce petit rappel rapide sur les pensées de l'écologie, un peu cette profondeur, et on voudrait maintenant, dans la première partie qui va être la nôtre, essayer du coup de remettre en parallèle, vraiment de façon plus explicite, ces enjeux qu'on peut appeler d'écologie culturelle d'un côté, dans leur grande ampleur historique, et d'écologie institutionnelle, celle en fait qui amène l'idée de transition écologique d'un autre côté. Alors voilà, là on voulait en effet relire cette slide de la session précédente. Vous vous rappelez donc de ce fameux glissement du sens de la notion de transition écologique, de la permaculture, puis de Rob Hopkins, puis dans le sens d'un projet industriel. On voulait remettre cette slide en perspective dans l'histoire de l'écologie, en montrant que cette histoire de glissement de sens d'une initiative qui viendrait de la société civile et qui serait ensuite traduite, reprise par les mondes institutionnels, elle est à la fois inévitable, elle est souhaitable. On a besoin que ce mouvement-là de l'écologie, il modifie les structures institutionnelles qui sont les nôtres, voire administratives. Donc c'est inévitable, et en même temps, ça implique un passage à l'échelle qui fait que c'est souvent problématique, et ça finit souvent par être une trahison de l'intention initiale. Alors c'est ce qu'on a appelé l'écologie et son double. On n'est pas en train de dire qu'il y a des acteurs que la société civile serait un acteur bienveillant et qu'ensuite il y aurait un acteur malveillant qui serait les mondes administratifs et institutionnels. Cette trahison des idées de l'écologie politique comme mouvement sociétal et culturel par les représentants institutionnels n'est pas forcément le résultat d'une intention néfaste. Il y a plein d'histoires différentes. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de commencer à lire, à apprendre à lire dans ce glissement qu'on a vu la session précédente, ce glissement autour de la notion de transition écologique, de la lire comme une structure, un pattern, un schéma. Un motif, merci Marin, un motif qui se répète et qui en fait hante l'histoire de l'écologie. Toute l'histoire de l'écologie est structurée par cette nécessité d'une montée à l'échelle et d'une montée à l'administration des idées de l'écologie, parce qu'elles sont fortes. Symboliquement, Rachel Carson publie Printemps silencieux. Dans l'année qui suit, le président Kennedy demande une enquête officielle qui va redoubler l'enquête de Carson par les services de la Maison-Blanche. Enfin, c'est un peu comique, mais pour vérifier si tout est vrai, et tout est vrai évidemment. Et ensuite, il va créer l'agence de l'environnement. Donc, dès le début, il y a cette réplication, et c'est normal, puisque l'écologie alerte l'État sur son devoir régalien de protéger les populations. Donc, c'est bien normal que ces lanceurs d'alerte de l'écologie interpellent l'État et que l'État se sente interpellé. Néanmoins, on va voir que dans cette histoire-là, on va avoir quelques exemples de la façon dont ce motif se décline. Et on va essayer de s'équiper ensemble de lunettes pour mieux lire la façon dont ce glissement se fait. Alors, je vais peut-être en dire un tout petit mot avec Marin. Donc, sur le haut de cette slide-là qu'on voit ensemble, donc, on peut dire schématiquement qu'il y a quand même un front de plus en plus net qui se dessine aujourd'hui, en 2025, entre deux projets. D'un côté, un projet qu'on va dire de l'écologie comme transformation sociale par des groupes qu'on pourrait appeler les terrestres, et de l'autre côté, un projet plutôt technosolutionniste qui fait confiance dans les puissances de la modernité pour répondre aux problèmes qu'elle a causés, porté par ce qu'on appellerait plutôt les modernes. Alors cette distinction moderne et terrestre, elle est un peu diffuse dans l'écologie des 10 dernières années. Bruno Latour l'a formulée, mais c'est quelque chose qui était là. C'est pas lui qui a inventé les modernes, les terrestres, ils étaient partout. Il y a même une formidable revue en ligne qui s'appelle Terrestre. Et donc cette distinction moderne-terrestre, elle est quand même très pratique pour désigner quelque chose qu'on peut voir aujourd'hui comme aussi structurant du champ politique que ce qu'a été au XXe siècle la distinction entre, par exemple, capitaliste et communiste, quelque chose comme ça, ou capitaliste et socialisme, bien que là ce soit plus compatible. En tout cas, ce champ politique-là, terrestre, moderne, il est très fort, et donc les modernes peuvent dire qu'ils font de l'écologie en entendant un projet technosolutionniste, et les terrestres disent qu'ils font de l'écologie en entendant ça comme transformation sociale. Alors Marin va un peu détailler la suite de la slide, mais je voulais juste dire en introduction
introduction quand même que, vous voyez sur le visuel, on a essayé de montrer qu'il y avait quand même deux diagnostics différents. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un pur problème idéologique, il n'y a pas juste deux sensibilités face au monde, il y a deux diagnostics écologiques qui sont posés. D'un côté, du côté technosolutionniste, la crise écologique est perçue avant tout comme un changement climatique causé par un problème de CO2, dont la réponse est la décarbonation. Et du côté de l'écologie politique sociétale, celle qui vient du bas, bottom-up, celle-ci, elle est toujours préoccupée depuis le début, depuis les années 70, le Larzac, vivre et survivre, la contre-culture, par l'extinction, la destruction de la vie sur Terre, qui est un problème absolument différent, même si les deux peuvent avoir des interactions. Et donc dans ce cas-là, l'extinction de masse, on le verra tout au long de l'année, mais elle est plutôt causée par la façon dont on fait ville et campagne, dont on a industrialisé ville et campagne, et donc la réponse, c'est la recomposition de nos façons de vivre en tant que société. Donc c'est pas du tout le même projet. Donc d'un côté, on résume en disant qu'il y a d'un côté une invention des sociétés écologiques, qui est en partie une réinvention, puisque des sociétés écologiques ont existé auparavant. De l'autre côté, au contraire, une consolidation, un renforcement, une sorte d'écologisation, entre guillemets, ou une décarbonation, en tout cas, de la société industrielle. Ouais, merci beaucoup. Donc on a essayé avec cette slide, alors elle n'a pas vocation à être totalement véridique, complète, etc. Mais on essaye un peu avec cette... en tout cas dans la séquence introductive, et c'est déjà un peu le cas à la dernière session et dans celle-là tout autant, de mettre en place des outils pour se repérer, quoi, des outils pour s'orienter ensemble, parce que voilà, ce que Baptiste a très bien rappelé, on voit qu'en fait, une des choses qui nous saute un peu aux yeux, c'est qu'il y a quand même d'une certaine manière une sorte de fabrique sociale de l'ignorance, ou en tout cas de l'invisibilisation de toute une partie des problèmes. Quand on revient sur cette question du diagnostic, vous voyez bien que quand on dit sixième extinction de masse, la question du changement climatique, elle est quand même prise à l'intérieur. Parce qu'en fait, l'extinction de masse, elle est directement liée à la transformation, du coup, la destruction des habitats à plein d'endroits partout sur la planète. Du coup, d'une certaine manière, la partie droite de cette slide se concentre vraiment sur un bout du problème. C'est possible, on ne dit pas en soi que c'est mal, on a juste envie d'essayer d'élargir un peu le prisme à partir duquel on regarde tout ça. Et donc cet enjeu du diagnostic, comme on vous l'a redit, ça va être l'objet de toute la séquence suivante, donc il y aura plusieurs sessions qui seront directement dédiées à ça. Et là, en guise un peu d'introduction, d'ouverture, on voulait quand même prendre le temps de revenir sur certains des mots-clés qui sont utilisés d'un côté comme de l'autre de ce champ. Et donc, commençons peut-être par la partie droite. On a parlé à la dernière session de la différence entre écologie superficielle et écologie profonde. Baptiste va y revenir un peu plus en détail après, mais quand on dit écologie superficielle, c'est là où on entend qu'on emploie les mots de l'écologie, mais que pour autant, la société industrielle continue. Et comme on l'a montré à la dernière session, les enjeux de décarbonation, par exemple, ils n'enrayent pas forcément la destruction des habitats. On peut imaginer d'avoir des puits de carbone et de continuer à faire des tas d'usines et des tas de monocultures et de détruire les forêts. C'est probablement même le projet même de trucs comme les pactes verts et la croissance verte en général. Donc cette opposition entre écologie superficielle et écologie profonde, elle vient mettre le doigt sur l'importance de la transformation sociale. En tout cas, quand on dit écologie profonde, on entend qu'il y a des structures sociales et politiques qui doivent changer pour qu'une société écologique puisse advenir. Et donc, on voulait coupler ça avec une notion qui est une notion très forte des mouvements de l'écologie, qui est celle d'écologie sociale, qui a été portée par Murray Bookchin pendant plusieurs décennies, et qui fait vraiment le lien entre les enjeux écologistes et les enjeux qu'on peut dire communistes, ou marxistes en tout cas, et donc pour le redire de façon plus large encore, les liens entre justice écologique et justice sociale. On peut tout à fait imaginer des projets écologiques qui ne soient pas des projets de justice sociale. C'est même d'ailleurs ce qu'on voit massivement. Si on regarde l'ensemble de ces problèmes depuis les pays des Suds, on voit bien qu'en fait, la justice sociale, elle ne vient pas avec la protection de la nature, par exemple. Si on regarde, les parcs naturels en Afrique ou en Amérique du Sud. Et donc, on voulait mettre en regard de ça une autre écologie. Comment on l'a qualifiée ? On a choisi un mot, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est ce qu'on a appelé du coup l'écologie impérialiste. On l'appelle comme ça avec Donald Worster, donc un des textes qu'on vous a donné à lire, de dire en fait, il y a aussi une écologie qui est une écologie qui cherche à mettre la main sur les territoires, qui cherche à les organiser, qui cherche à dire c'est comme ça qu'on va protéger la nature, c'est comme ça qu'on va organiser l'agriculture. Et donc, on peut appeler ça de l'écologie, mais ça a quand même certains rapports avec des manières de transformer les territoires
et non pas seulement d'accepter la manière dont les territoires fonctionnent. Donc là, on est vraiment en train de faire des polarités, de faire des mises en tension. C'est pas tout noir ou tout blanc, mais ça nous semblait intéressant de revenir sur ça. Donc, quand on parle d'écologie superficielle ou d'écologie impérialiste, on voit bien que ce qu'il y a derrière, c'est des enjeux de green tech, par exemple, donc de technologie verte, qu'on pourrait opposer, si on regarde de l'autre côté, à des enjeux plus permaculturels, ça veut dire de design des mondes vivants, de faire avec les mondes du vivant, ce que David Holmgren appelle l'intendance de la Terre, mais c'est vraiment la figure de la permaculture, quoi, clairement. Ensuite, tout ça, ça a des implications économiques, donc développement durable et économie circulaire d'un côté, c'est ce qu'on entend beaucoup. Mais ça, ces enjeux de développement durable et d'économie circulaire, si on les regarde à l'aune de la technologie verte, on voit bien qu'ils sont directement liés très rapidement aux enjeux de géo-ingénierie et aux enjeux de croissance verte. Ça, c'est ce qu'on a vu à la dernière session. Et donc, il y a un rapport à la technologie. Si on essaie vraiment une fois encore de décrire les choses, c'est pas l'idée pour nous, c'est de vraiment trouver des boussoles. Il y a un rapport à la technologie qui est bien particulier dans ce technosolutionnisme des modernes. Et d'un autre côté, on pourrait dire que dans un enjeu de transformation sociale, ce qui nous intéresse, c'est pas tant la technologie, mais plutôt le low-tech. Ça veut dire la descente énergétique, l'utilisation de technologies qui sont sobres, qui ne sont pas voraces en matières premières, en énergie fossile, etc. Et exactement à cet endroit-là, on voit que des notions comme l'anthropocène sont à cheval un peu sur les deux, ou même les notions de transition écologique, il y a des zones de flou. Par contre, si on en revient aux enjeux vraiment économiques, on voit que ces enjeux de développement durable et d'économie circulaire, ils amènent à la question de la croissance verte, alors que les questions plus low-tech, elles amènent à des enjeux de décroissance, en tout cas de croissance zéro, comme disait le rapport Meadows en 72 dont on parlait à la dernière session, et donc quand même à des enjeux de démantèlement, à des enjeux de dire en fait les infrastructures techniques mondiales qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont extrêmement énergivores, et en matières premières et en énergie fossile, elles ne vont pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir les transformer, d'autant qu'elles sont inégalitaires. Donc, on a dans ces cas-là, d'un côté, pour finir avec le tour de sous ce petit nuage de mots, d'un côté, avec les enjeux de changement climatique et du coup de consolidation de la société industrielle, des questions d'adaptation. Comment est-ce qu'on adapte une société industrielle aux enjeux écologiques? Et donc, en fait, le développement durable, d'une certaine manière, c'est faire en sorte que le développement puisse continuer à durer. Et de l'autre côté, on a des enjeux donc, de décroissance qui nous amènent à des questions de guérison. De dire, si en fait il y a une extinction de masse et que c'est nos modes de vie occidentaux modernes qui se sont répandus partout sur la planète de plus en plus, qui amènent à l'ensemble de ces bouleversements, alors il faut arrêter ça. C'est un grand corps qui est malade. Il y a besoin de le guérir. Les enjeux ne sont pas des enjeux d'adaptation, mais plutôt des enjeux de guérison ou de réparation. Voilà. On tenait quand même à rentrer un peu dans l'ensemble de ces mots-là, parce qu'on voit que c'est deux grands imaginaires collectifs dans lesquels on baigne, et où c'est important d'essayer de les expliciter, parce que je pense qu'ils nous aident ensuite, quand on va faire le diagnostic, à nous orienter, quoi. Oui. Et par ailleurs, donc pour rappeler, on est toujours dans la séquence introductive, et donc on aura le temps, au fur et à mesure de l'année, de revenir sur beaucoup de ces notions. Et dans la structure de notre session aujourd'hui, on commence avec ce constat qu'il y a l'écologie et son double, qu'il y a des compréhensions même très différentes de ce que c'est l'écologie et vers où ça amène. Et ce qu'on va voir aussi, c'est que ces tensions sont aussi historiques, qu'elles sont présentes depuis le début du mouvement écologiste. Et c'est ce qu'on apprend en lisant le texte de Arne Næss de 1972 et 73. Et dont Baptiste va vous en parler plus en détail. Je pense qu'il faut préciser un peu le contexte dans lequel émerge cette notion d'écologie profonde et d'écologie superficielle. Qu'est-ce qu'il a anticipé, Næss? Disons qu'effectivement, les éditions Wild Project étant elles-mêmes tout entières une maison d'édition qui, d'une certaine façon, n'a pas d'autre propos que de définir l'écologie, de récapituler l'histoire du mouvement écologiste, de raconter qu'est-ce que c'est que cet entremêlement disciplinaire de ce mouvement culturel inédit.
Nous, on est très attachés à des moments fondateurs de cette histoire qui correspondent à la liste de lecture qu'on vous a donnée. Et le moment où, pour la première fois, alors ça c'est aussi lié à ma sensibilité, je viens de la philosophie, donc le moment d'une des premières formulations philosophiques de l'écologie, retenu dans l'histoire, ça pourrait peut-être se discuter si un historien s'y collait sérieusement, mais on dit souvent que c'est Arne Næss, donc le philosophe norvégien, qui en 1973 a le premier formulé clairement l'ampleur des implications philosophiques de cette nouvelle science et mouvement social qu'est l'écologie, suite à la lecture de Printemps silencieux. C'est après avoir lu Printemps silencieux qu'il a compris ça, qu'il a compris les implications philosophiques de l'écologie, ou l'écologie comme projet philosophique. Et son premier geste en 1973, ça a été de publier un court article, alors qu'il s'apprêtait à avoir l'âge de la retraite. Il a publié un court article dont la pertinence me semble incroyable aujourd'hui. C'est pas la peine de répéter avec des mots moins bien ce que Arne Næss avait dit en 1973 à l'époque. Et donc cet article s'appelle, donc c'est un article qui explique la distinction entre ce qu'il appelle l'écologie superficielle et profonde. Et il définit, l'article est structuré d'une façon très amusante, il définit en un mot l'écologie superficielle comme une écologie qui s'intéresse à lutter contre la baisse des ressources et contre la pollution pour pouvoir maintenir le développement des pays du Nord, en gros. Et donc ça fait trois lignes. Et par contraste, il développe qu'est-ce que c'est qu'une écologie qu'il appelle profonde, et ça veut dire culturelle, sociale, avec 10 volets, qui est une véritable transformation sociale totale. Et on est en 73, donc le développement durable n'a même pas encore été inventé, mais on voit que ça flèche, il voit venir quelque chose qui ressemble à ça. Donc l'écologie est son double. Dès 73, lorsque, à son état naissant, l'écologie philosophique pointe ce problème, précisément. Donc nous, en 2025, je voulais nous mettre en perspective, nous trois, on redit la même chose, d'une certaine façon, avec des nouveaux mots, des nouvelles problématiques que ce que Arne Næss avait dit il y a maintenant 50 ans exactement. Donc ça nous semblait important, on est attaché à cette histoire-là si méconnue. Et peut-être que je te laisse enchaîner. Et donc, pour donner un exemple un peu concret de ce glissement, on a déjà parlé de la transition écologique et de comment la notion de transition a été quelque part édulcorée et simplifiée lors de son institutionnalisation. On nous a aussi posé la question, après la dernière session, de la notion de développement durable. Et effectivement, c'est une de ces tentatives de reprise et de réconciliation institutionnelle de l'écologie qui vient critiquer, au fond, le développement et le modèle croissantiste qui a émergé en Occident et qui était très fort après la Seconde Guerre mondiale. Et donc en 1987, pour rappel, c'est la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, ça s'appelle déjà comme ça, de l'Organisation des Nations Unies qui va éditer un rapport qu'on appelle le rapport Brundtland et qui définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, au fond, la conception de l'époque, c'est que le développement durable va permettre de lutter contre deux choses, l'épuisement des ressources et la pollution. La problématique du climat n'est pas encore présente dans l'esprit collectif, même si les premiers travaux scientifiques sur le sujet avaient déjà démarré. Et donc, au premier regard, on peut penser que parce que le développement durable a ces trois piliers, social, environnement et économie, on peut avoir l'impression qu'il y a une certaine compatibilité avec cette écologie profonde qui est une révolution culturelle, sociale. Mais il ne faut pas oublier que c'est une approche basée sur l'épuisement des ressources et la pollution, et pas simplement. Le développement durable garde l'idée de croissance économique au centre. C'est dans le mot développement. Donc, alors que le mouvement écologiste, à la base, avait une sorte de réaction contre ça depuis le rapport Meadows, qu'on a mentionné à la dernière session de 1972. Cette idée qui vient de l'écologie scientifique, que la croissance infinie est incompatible avec une planète limitée et que la croissance est donc le contraire plutôt de la durabilité.
Dans le développement durable, la notion de croissance reste cependant très très forte. Donc, il y a l'objectif 8 des objectifs de développement durable de l'ONU qui parle d'un travail décent et croissance économique. Donc, quand on regarde de plus près les textes, on voit qu'on parle concrètement d'augmenter, de continuer d'augmenter le PIB par habitant mondial. Et donc, c'est un développement durable, mais plutôt développement que durable dans ce cas. Et donc, on aura l'occasion de voir plus en détail les critiques du développement lors de la session 4. Mais on voulait prendre le temps de revenir sur cette histoire parce qu'effectivement, c'est encore un exemple de ce glissement qui arrive avec l'institutionnalisation de certaines parties du mouvement. Donc, Arne Næss, par exemple, a pu utiliser l'expression mode de vie durable, tout comme la permaculture est à l'origine de cette idée de transition vers une décroissance énergétique. Mais dans la bouche des institutions, ces mots veulent souvent dire autre chose. Donc, la transition devient une troisième révolution industrielle, le développement durable devient synonyme de croissance économique. Et la raison pour laquelle il faut faire attention, c'est que ces mots, transition écologique comme développement durable, il y a un côté très consensuel. Il n'y a personne qui est vraiment en désaccord avec la transition écologique, personne n'est contre. Et donc, faire comme si tout le monde était d'accord, c'est rentrer dans la création d'une sorte de consensus artificiel. Et donc, ça nous interpelle, en fait. Ça doit donner envie de creuser un peu plus ces notions-là et de voir d'où vient ce consensus forcé et quelles sont les différentes compréhensions en fait, de ces mots. Qu'est-ce qu'ils cachent derrière donc, ouais, je vais enchaîner. Et juste avant d'attaquer sur cet outil de création de dissensus auquel Georgia nous invite, je voulais juste compléter sur l'histoire d'Arne Næss en disant qu'une des raisons, on ne connaît pas nos classiques en écologie, et en fait c'est dramatique parce que si on connaissait nos classiques en écologie, si on avait les textes d'Arne Næss en tête, on se rappellerait notamment que dans sa critique de l'écologie superficielle, il avait placé tout de suite la question nord-sud dès 1973 en haut de l'affiche. Il était ce qu'on appelle à l'époque un tiers-mondiste, proche de Gandhi et de Nehru. Et donc, il avait bien dit, l'écologie superficielle, que le développement durable va accomplir 15 ans plus tard. Il était assez visionnaire. L'écologie superficielle, c'est le développement des pays développés. Et donc, si on revient à notre visuel sur l'écologie et son double, il est évident que cette opposition moderne terrestre va recouper aussi en partie une opposition entre Nord-Monde et pays du Sud. Je crois qu'il y a une question dans la salle, Marin, si tu pouvais passer le micro à Gaïané. Il y a une question sur la possible conciliation des deux courants, de ces deux écologies, pardon. Moderne et terrestre ? Oui, la question est, y a-t-il moyen de concilier ces deux courants ou mouvements écologiques pour développer un mouvement plus ou moins mixte qui intègre les deux considérations ? Alors, c'est une question sur laquelle on va revenir peut-être au moment de la boussole parce qu'on est un peu en retard sur le déroulé des parties précises. Ouais, il y a vraiment un moment où on va répondre à cette question très précisément. Merci. Et donc, effectivement, Georgia le disait, on est pris tous dans un consensus forcé où personne n'est contre la transition écologique. Donc, on vous propose de faire un exercice mental, c'est de se dire que là, on va être contre. En fait, on va décider qu'on est contre la transition écologique. Ça fait bizarre, mais ça paraît tellement une notion indiscutable, mais non, on va être contre. Et on va surtout essayer de voir comment est-ce qu'on peut créer un débat constructif pour recomprendre quelles sont les lignes de tension qui nous partagent. On l'a un peu vu avec l'écologie et son double quand même. En fait, on a ressenti le besoin de se doter de cet outil de débat qui prend la forme d'une boussole. Vous allez voir, lorsqu'on a fait avec Marin l'exposition « Ce que l'écologie fait à l'université », qui était le résultat d'une enquête de 2-3 ans dans les mondes académiques
pour voir un peu qui prenait en charge l'écologie, les scientifiques évidemment, mais pas seulement eux, et sous quelle forme. Et à un moment, on s'est senti dans l'obligation, dans l'enquête qui était la nôtre, de distinguer différentes positions, différentes postures dans le monde des savoirs, puisque on va basculer un tout petit peu là dans la question des savoirs institués. Qui revendique l'écologie? Qui est légitime à revendiquer l'écologie? Qui est d'accord? Qui est potentiellement partenaire? Et qui est clairement en conflit? Alors on a créé cette boussole que vous voyez, qui doit s'afficher à votre écran. Et donc, on va se partager un petit peu la description de la boussole, mais peut-être que ce qu'on peut dire dans un premier temps, je commence Marin et puis on se complète. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est qu'en fait, sous la forme d'une anecdote, ça va être plus simple. Nous, on définit l'écologie chez Wild Project depuis 15 ans. On débarquait dans des universités où on trouvait face à nous des écologues scientifiques qui nous regardaient en fronçant les sourcils. Ce froncement de sourcils devenait parfois un peu hostile et les gens, au bout d'un quart d'heure de silence glacial, nous disaient parfois « mais enfin, qu'est-ce que vous entendez par écologie ?» Et effectivement, on aurait dû commencer par là, mais comme on a publié 120 livres qui, quelque part, définissent l'écologie, c'est tellement énorme, on n'a pas pris le soin de dire que nous, effectivement, on entend, et par écologie, ce mouvement culturel qui dure depuis un siècle et qui invite à une révolution profonde de nos façons de nous organiser en tant que société sur la Terre. Et face à nous, on avait des gens qui étaient écologues et qui considéraient que l'écologie, c'était à eux. Donc ce sont des problèmes de champ, de savoir, des problèmes de pouvoir, des problèmes de territoire, mais néanmoins, il se joue des choses importantes là-dedans. Donc on a commencé à mettre au nord et au sud, enfin, c'était pas au nord et au sud en fait, en tout cas à poser ces deux conceptions, l'écologie scientifique, puis l'écologie plutôt sociale comme on l'entend nous. Assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres acteurs sociaux à l'université qui prenaient en charge l'écologie. Tu veux continuer peut-être, Marin? Vas-y, je t'en prie. C'était, je dis les quatre et puis... Ouais, vas-y, bien sûr. C'était les mondes des écoles de commerce, notamment, et des écoles d'ingénieurs qui, eux, prenaient en charge l'avenir des sociétés humaines avec des grands projets qui revendiquaient eux aussi l'écologie. On peut appeler ça l'écologie industrielle ou ce qu'on appelle aujourd'hui la transition écologique, mais il y a 2-3 ans, quand on a fait la boussole, le mot était moins installé. Et puis, il y avait aussi un quatrième type de représentants dans les mondes de l'enseignement supérieur, qui sont tous les gens qui travaillent sur le milieu. Les architectes, les urbanistes, les paysagistes, eux, depuis toujours, depuis 3000 ans, l'architecture spatialise l'organisation concrète des sociétés humaines. Et donc, quelque part, l'architecture, c'est la discipline la plus écologique depuis toujours. Elle avait une intelligence écologique au départ. Et donc, ces gens-là, légitimement, peuvent se considérer comme légitimes enfin capables, je veux dire, de prendre en charge la question de l'écologie. Alors, cette boussole, pour nous, elle vaut au préalable, avant tout, comme une reconnaissance d'existence. C'est-à-dire que pour pouvoir débattre, il faut pouvoir reconnaître à chacun sa place. Et si je peux témoigner en tant qu'acteur, moi, elle m'a servi énormément parce que avant de faire cette boussole, j'étais un petit peu dans un dogmatisme. J'étais tellement absorbé par mon propre projet de définition de l'écologie au sein de Wild Project comme révolution sociale que j'avais tendance à trouver que les autres n'étaient pas légitimes à revendiquer l'écologie comme science des écosystèmes purement et simplement, ou comme révolution industrielle, ou comme organisation des sociétés humaines. Et donc, cette boussole m'a dédogmatisé. Maintenant, je sais où je suis. Je ne suis plus seul en train de monologuer, même si là, je le fais un peu. Je suis au milieu d'un champ où d'autres acteurs avec qui je suis ami ou ennemi. Parce que voilà, il y a cette boussole, on ne peut pas sur cette boussole aller partout à la fois, et c'est là que je laisse peut-être Marin voir quel usage on peut faire de cette boussole. Ouais. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est comme une vraie boussole en fait. Ça ne nous dit pas exactement où aller, ça nous aide à choisir des directions vers lesquelles on veut aller. Alors, vous avez du coup pu lire les différents descriptifs qui étaient sur cette image. Donc, comme l'a dit Baptiste, vous voyez qu'elle est quand même pas mal centrée sur les sciences. Elle a été faite pour le monde académique en France. Donc, elle n'a pas une valeur complète et totale à l'échelle de la société. Mais justement, voilà, dans la description que Baptiste est déjà en train de faire, vous voyez qu'il y a des porosités, quoi. Il y a des liens déjà qui se font. Elle est centrée sur un bout du problème, mais elle nous aide déjà à voir que oui, en effet, l'écologie, elle est saisie à la fois par des questions industrielles, par des questions vraiment scientifiques, par des questions d'aménagement du territoire, par des questions plus culturelles, d'imaginaire et, on va dire, sociales en général. L'autre truc qui est important, c'est que ça aide à se positionner, en fait. Ça aide à savoir où on se situe. C'est-à-dire chacun et chacune d'entre nous,
soit individuellement, soit aussi en tant que collectif, par exemple l'organisation, la structure, l'institution à laquelle on appartient, on peut essayer de placer ça de placer son endroit, quoi, sa position sur cette boussole. Une fois encore, ça n'a pas une valeur de résolution de l'ensemble de nos problèmes, mais plutôt au contraire de bien montrer qu'on a des problèmes, que c'est difficile de se positionner sur cette boussole, que selon qui on est, selon les différentes casquettes qu'on met, on peut être aussi à différents endroits. On peut être à un endroit de la boussole le jour et puis à un autre endroit la nuit, ou le week-end. Et ça, je pense que c'est aussi des choses qui sont importantes de montrer qu'en fait, il y a des polarités. Il y a des tensions à l'intérieur des champs de l'écologie et que, je sais pas, comme Baptiste le disait tout à l'heure, oui, en effet, nous, on peut, par exemple, avec Wild Project, plus explicitement être du côté de l'écologie comme révolution culturelle, les humanités environnementales, mais en même temps, on sait très bien que, je sais pas, quand on travaille sur les enjeux liés à la ville, on se déplace un peu vers les questions de rénovation de nos habitats, et puis qu'en fait, on ne fait pas non plus sans l'écologie scientifique. On vous parlera de santé globale et de semi-extinction à la prochaine session. On sera bien obligé d'aller vers la science des écosystèmes, vers l'écologie scientifique. Donc juste pour dire que c'est aussi une boussole qui est une boussole en mouvement. Mais par contre, quand on regarde cette boussole, on voit bien que la transition écologique, c'est pas quelque chose de monolithique qui serait déjà résolu et qu'il faudrait juste se mettre à suivre. Non, en fait, il y a des décisions politiques à prendre qui sont mouvantes, qui sont multiples, qui sont des jeux d'acteurs, et donc c'est probablement beaucoup plus complexe que ce qu'on nous en dit. Alors l'importance de cette boussole au niveau politique, je dirais, c'est qu'aujourd'hui en France, en Europe et un peu partout dans le Nord-Monde, et sans doute ça va suivre malheureusement dans les pays du Sud, il y a cette mise en œuvre d'un enseignement à l'écologie. Et cet enseignement à l'écologie arrive un petit peu comme un bulldozer depuis des services administratifs des États qui donnent des consignes aux universités pour dérouler le rouleau de la transition écologique entendue comme une science de la durabilité. C'est une nouvelle expression chapeau qui veut désigner toutes les sciences qui touchent à l'écologie. Alors encore une anecdote, je trouve qu'il n'y a rien de plus pédagogique pour se faire comprendre. Récemment, je présentais cette boussole à une dame qui était chargée dans une université française que je ne nommerai pas pour ne pas la mettre non plus dans l'embarras, qui était chargée de, justement, en tant qu'agent administratif, elle n'était pas professeur ni maître de conférence, agent administratif, elle était chargée de former les profs de son université à la transition écologique, en les aidant à ne pas être gênés d'enseigner quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Elle leur faisait des formations pour dire « mais si, vous ne connaissez pas, mais vous pouvez enseigner quand même pour les empowerer comme ça, à enseigner un truc ». Alors qu'eux, ils disaient « mais non, mais moi je ne suis pas spécialiste de ça ». Et donc, je lui montrais cette boussole en disant qu'il y avait de la variété, il y avait du débat, de la complexité, et elle regarde la boussole, et elle me dit « mais c'est ça la transition écologique, c'est ces quatre choses, un peu de social, un peu d'industriel, un peu de science et puis un peu d'architecture. C'est exactement ça la transition écologique. Et donc c'était un moment sidérant pour moi parce que la boussole voulait dire exactement l'inverse et je pense précisément que, alors c'est moi qui ai dû échouer à me faire comprendre avec elle, mais précisément non. Et précisément, c'est pas possible d'aller vers le projet industriel. Alors peut-être que c'est la slide précédente, l'écologie et son double, qui le montre mieux en montrant le conflit entre deux sens de l'écologie. Ce conflit que Arne Naess avait déjà pointé en 73, on n'en sort pas. Bien sûr, pour aller vers les sociétés écologiques de demain, il est question de revoir la façon dont on produit, ne serait-ce que des vélos, par exemple, par rapport à la voiture. Enfin, il y a des questions pratico-industrielles qui sont... Ça ne veut pas dire que dans la mise en œuvre des sociétés écologiques de demain, on voudrait que les usines disparaissent. En revanche, le projet de révolution industrielle tel qu'il est pris en charge en bas de la boussole ici est pas un projet qui concerne seulement les usines, c'est une société industrielle dans son ensemble qu'il s'agit de consolider et de pérenniser. Donc c'est vraiment pas le même projet politique. Donc on peut voir quand on regarde cette boussole entre nord et sud ici que ça correspond exactement à la slide de l'écologie et son double qu'on avait vu tout à l'heure. Donc cette boussole est tiraillée par un spectre qui est l'équivalent de ce qu'était le spectre gauche-droite autrefois, le spectre moderne terrestre. En bas on va vers du moderne, en haut on va vers du terrestre. Et à gauche, en revanche, on est sur un horizon plus neutre, je dirais, politiquement, et qui peut être mobilisé par les deux côtés. Et qui peut accompagner les deux, ouais. Et qui peut accompagner les deux côtés, absolument, ouais. Mais pour nous, c'était un truc important parce que, si vous voulez, aujourd'hui, dans les universités, ce qui va se passer comme unité d'enseignement à l'université classique d'enseignement à la transition écologique, ça va être, 1, on va vous montrer les limites planétaires. Grand 2, on va vous montrer que la décarbonation résout le problème largement avec d'autres trucs un peu sociaux. Et troisièmement, qu'il faut faire des projets individuels en mettant des ruches sur le toit. Et donc là, ce qu'on vous propose, nous, c'est une contre-unité d'enseignement à la transition écologique. On pense que nous, il faut commencer par cette boussole pour respecter les épistémologies de chacun et les points de vue de chacun et montrer que là, il y a 1000 débats possibles.
Ouais. Et donc, ce qu'on voudrait faire dans la troisième partie, maintenant, dans un troisième temps, comme on l'annonçait au début, c'est vraiment essayer de prendre ensemble le chemin de cette profondeur historique. L'écologie, c'est un siècle de lutte et de pensée. Et donc, l'ensemble des discussions qu'on a depuis tout à l'heure sur ces enjeux de transition et de comment on s'oriente en fait vers une société écologique, il nous semble aussi important de ne pas les penser uniquement depuis tout de suite maintenant. Il faut aussi les regarder à l'échelle de l'évolution de nos sociétés au cours des 100 dernières années. Et ça tombe bien, les 100 dernières années, c'est les 100 années aussi des pensées de l'écologie. Et Georgia, je te laisse enchaîner. Oui. Donc, vous avez déjà vu cette image avec cette chronologie des penseurs et penseuses de l'écologie lors du premier cours. Donc, définir l'écologie, c'est toute une entreprise. Enfin, c'est le projet des éditions Wade Project depuis leur création. Et notre catalogue reflète cette profondeur des pensées de l'écologie. Donc, un siècle d'intelligence et de travail scientifique, mais aussi social, politique, philosophique, militante. Donc, ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui, c'est que si on est arrivé aujourd'hui à ce qui paraît être une sorte de consensus qui tire surtout vers le côté sud de cette boussole qu'on vous a montrée. Qui est le nord, en fait. Qui est le nord, en fait, oui. Il faudrait peut-être qu'on refasse les visuels, par ailleurs. Mais que l'écologie, c'est un mouvement qui a cette profondeur historique, qui est complexe et qui mêle 3 ou 4 fils principaux. Donc, scientifique, social, politique et philosophique. Donc, l'écologie, c'est tout ça à la fois. Mais ce mouvement a aussi une histoire qui explique pourquoi il est si multiple. Et donc, c'est ça qu'on va vous raconter dans cette dernière partie du cours, à commencer par la naissance de l'écologie comme une science dans les années 1930 à peu près. Alors voilà, donc ce visuel-là est un petit peu l'architecture de notre catalogue d'une certaine façon. C'est un visuel très important pour nous parce qu'il est une proposition. Certes, on pourrait discuter entre experts avec des historiens que nous ne sommes pas, qu'on pourrait affiner, etc. Mais c'est une proposition de lecture de l'écologie qui essaye de rendre à chacun sa part en disant que oui, effectivement, rien que le mot écologie, si on veut être un petit peu exact, il naît quand même, enfin il se constitue comme une science, il renvoie d'abord à une science, et cette science, même si elle avait été nommée en 1866 par Haeckel, ce disciple de Darwin, quand même elle se constitue comme science autonome dans les années 30, donc on part de là, on part de cette histoire des années 30, et pourquoi elle se constitue comme science autonome dans les années 30 ? Parce que dans les années 30, elle se dote de 2 nouvelles notions qui vont lui donner son indépendance épistémologique, ça c'est un problème dans le champ du savoir, il faut avoir son autonomie en tant que savoir, que sont d'une part la chaîne trophique, donc ce qu'on appelle aussi la chaîne alimentaire, ça c'est Elton 1927 si je ne me trompe pas, et surtout la notion d'écosystème forgée par le biologiste britannique Arthur Tansley en 1935. Alors la notion d'écosystème qui nous semble hyper familière, enfin qui est hyper familière, qu'est-ce que ça veut dire en un mot ? On la connaît mais sans bien la connaître. En fait, la notion d'écosystème, elle renvoie à cette unité formée par une communauté d'êtres vivants dans un milieu, et elle renvoie surtout à toutes les relations, les échanges de matière et d'énergie qu'il y a entre ces communautés et ce milieu. Et tout d'un coup, elle met l'attention non pas tant sur une collection d'individus, comme c'était toujours le cas dans le Muséum d'histoire naturelle autrefois, où on voyait une série d'individus comme ça, plus ou moins empaillés, rangés dans des boîtes. Elle met l'accent sur d'abord des individus reliés entre eux en tant que communauté, d'une même espèce, des individus reliés entre eux parce qu'ils sont pris dans une chaîne trophique où ils se mangent les uns les autres à des échelles différentes, et l'échange de toutes ces communautés avec le milieu. Donc cette notion-là, qui est une notion relativement abstraite, veut désigner dans l'expression, je cite Arthur Tansley, les éléments de base de la nature. La nature est organisée selon lui, et ces éléments de base que sont les écosystèmes, dans lesquels en fait les individus ne sont que les concrétions temporaires de flux invisibles qui les relient entre eux et qui sont la réalité de la nature. Donc la nature, en fait, est constituée de flux relationnels qu'on ne voit pas et qui donnent lieu à lapins,
moustiques, cèdres, lacs. Mais en fait, tout ça est temporaire. Ce qui est réel, c'est les relations. Enfin, ce qui est réel, la réalité que nous montre cette notion d'écosystème, c'est les relations entre ces choses. Bon, je vais un petit peu long sur la notion d'écosystème. Non, c'est bien, c'est intéressant. Mais c'est important parce que tout d'un coup, c'est une phrase du philosophe américain que j'aime beaucoup, Bert Callicott, qui dit ça. La mise en avant de ces relata, de ces choses reliées, par les relations de l'écosystème, tout d'un coup vient casser le tableau que la science occidentale s'était toujours faite de l'idée de nature. Donc, la notion d'écosystème est une révolution philosophique au sein même de l'histoire de la science occidentale. Elle vient casser l'idée même c'est pour ça qu'il se passe un événement philosophique avec cette notion-là, qui va être identifiée très tôt par Aldo Leopold et l'autre. Mais le point sur lequel on voulait insister dans ces années 30, si on se remet dans le contexte d'apparition de cette notion d'écosystème, c'est qu'elle est contemporaine d'un phénomène d'effondrement écosystémique inédit dans son ampleur, qui est le fameux Dust Bowl dont parlait Marin tout à l'heure, et qui est tellement marquant pour le monde, pour les États-Unis, que ça va aussi être le début des véritables politiques de protection de la nature. Avant ça, il y avait des politiques de gestion de la nature pour gérer les ressources, qui étaient les bois, etc. Mais là, c'est vraiment, tout d'un coup, sont mis en place avec la notion d'écosystème, les notions de protection de la nature. Donc tout de suite, il y a une écologie administrative qui naît au moment même où... Alors là, on n'est pas encore dans la société civile, on n'est que dans le monde des savoirs, et je m'arrête là pour les années 30. Voilà, ça apparaît comme une science proche de l'administration. Mais il n'y a pas encore les ministères de l'Environnement. C'est plutôt, ça va être les administrations qui gèrent les forêts, par exemple. C'est vraiment une gestion des ressources et ensuite qui va, à travers cette notion d'écosystème, chercher à protéger plus largement, mais toujours dans une vision ressourciste. Et alors, donc, ce qui est intéressant, une fois encore, c'est comment ces choses-là viennent s'empiler, s'entremêler, s'entre-nourrir. Donc de cette reconnaissance de l'écologie comme science à part entière qui date à peu près du tournant des années 30, on va dire, arrive quelques décennies plus tard une des grandes figures de l'écologie et scientifique et politique, qui est Rachel Carson. Rachel Carson, donc, c'est les années 50-60, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce qu'elle documente avec Printemps silencieux, elle qui est biologiste marine à la base, voit qu'en fait, aux États-Unis, on est en train de réutiliser les produits chimiques restants de la Seconde Guerre mondiale pour les mettre dans les champs, pour, avec des produits azotés, augmenter les rendements. Mais elle voit que ça, en fait, c'est en train de détruire les écosystèmes, les fameux écosystèmes de Tansley, ce qu'elle appelle un biocide. En fait, les pesticides sont des biocides. Ils tuent toute forme de vie. Si on en ingère, nous aussi on meurt. C'est juste que c'est à des doses qui sont pas suffisantes pour nous faire mourir. Mais ça qu'elle montre très bien, ça se retrouve dans le lait des vaches, ça se retrouve dans le lait maternel. Bref, ça passe d'un corps à un autre par ces fameux flux. Ça fait des cancers, elle. Et ça fait des cancers. Donc ça reste très scientifique et en même temps, ça devient tout de suite très politique. Donc c'est vraiment, ça se cristallise autour de ces enjeux de l'agriculture beaucoup. Donc Rachel Carson, ensuite mondialement connue, amène à des prises de décision de la part de son pays, de son État, les États-Unis. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette dénonciation, elle se fait exactement au même moment que l'industrialisation massive post-Seconde Guerre mondiale. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai dans les autres secteurs. C'est le développement de la voiture et des autoroutes à gogo. C'est le développement de la production énergétique aussi massive, des tas de centrales à charbon, le début des centrales nucléaires qui dérivent directement de la bombe atomique. Enfin, on découvre à ce moment-là l'énergie nucléaire. Donc on voit que là, à ce moment-là, il y a un vrai entremêlement qui est en train de se faire. Et il y a un mot qui est essentiel. Là, on est quand même un peu centré sur les États-Unis parce que c'est vraiment un des foyers importants. Il n'y a pas que là, j'en parlerai 30 secondes après. Mais à ce moment-là, aux États-Unis, apparaît un mouvement qui est un mouvement qu'on connaît tous et toutes, c'est la contre-culture. La contre-culture, c'est Woodstock, c'est Summer of Love, Flower Power, les hippies. Tout ce mouvement-là, on le connaît bien, on nous le montre à la télé et dans l'imaginaire collectif, la culture collective. Mais en fait, derrière ça, il y a l'écologie. L'écologie en tant que mouvement politique, elle est là. Ce que revendique la contre-culture à ce moment-là, c'est une véritable société écologique. C'est la recréation d'une société sur des considérations qui sont des considérations terrestres. Earth first, la Terre d'abord. C'est la création de Greenpeace, du WWF,
à ce moment-là, et c'est pareil en France par exemple, avec les mouvements du Larzac, tous les mouvements antinucléaires, l'écologie politique à ce moment-là, elle est très puissante, elle est très présente, et on peut même assez facilement par exemple y faire des liens avec les mouvements qu'on a vus ces dernières années en Europe par exemple. Je sais pas, je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'histoire du projet de cet aéroport naît dans les années 60, et donc les soulèvements de la Terre sont directement liés à cette histoire-là. De la même manière, si on veut prendre des exemples qui sont plutôt des exemples des Suds, le mouvement des sans-terre est créé au début des années 80. La Via Campesina, c'est pareil. La Via Campesina, qui est le plus grand réseau mondial d'agriculteurs et d'agricultrices. Donc c'est pas anodin, c'est des mouvements à l'échelle de la planète qui sont massifs. Et peut-être une dernière chose aussi qui est importante par rapport à ça, c'est que par ailleurs, tout ça se fait aussi, parce qu'on parle de politique, dans un contexte qui est aussi un contexte de guerre d'indépendance. D'États d'anciennes colonies acquièrent leur indépendance. Et là, il y a des figures qui sont des figures très importantes. Je ne rentre pas dans les détails, mais on a déjà parlé de Gandhi. Mais par exemple, une figure comme celle de Thomas Sankara en Afrique est essentielle parce qu'en fait, dans la révolution, la guerre d'indépendance que mène le mouvement sankariste, l'écologie, elle est là, elle est au cœur. La place des femmes, la place de la subsistance. Voilà, donc toute cette mémoire collective, il ne faut pas l'oublier non plus. Et dernière chose peut-être avant de te transmettre la parole, Georgia, on a aussi évoqué la figure de Vandana Shiva qu'on a mis dans la liste de lecture. C'est dans les années 70 que le mouvement Chipko, ces femmes qui s'enlacent à des arbres dans l'Himalaya pour lutter contre la déforestation, prend corps. Et que ça amène ensuite à tout le mouvement altermondialiste des années 70, 80, 90, donc le sommet de la Terre en 72, jusqu'à 92, la Convention sur la biodiversité à l'ONU. Totalement. Donc, ce qu'on voit avec Printemps silencieux de Rachel Carson à l'échelle des États-Unis, mais aussi dans d'autres pays, parce que c'est un livre qui a été largement traduit. D'ailleurs, ce n'est pas le seul à avoir lancé l'alerte sur des scandales sanitaires liés à l'organisation industrielle. Là, c'était sur les pesticides. Mais il y a une sorte de rentrée dans la conscience collective de cette notion d'environnement. Quand on vit dans un environnement partagé, le mot environnement va faire ses débuts sur la scène politique internationale via en grande partie ces mouvements sociaux qui vont remonter. Et donc, il y a le point de bascule, c'est la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui a lieu à Stockholm en 1972 et qui va inaugurer officiellement l'environnement comme un sujet international. Ensuite, peu après, en 1973, il y a le premier choc pétrolier. Donc, le prix du pétrole va augmenter par 3 ou 4, 5 fois. C'est la première crise des limites physiques à la croissance. Et donc, ça met vraiment en tête, pour les décideurs comme pour le grand public, qu'il y a des limites en termes d'énergie, en termes de ressources, en termes de matières premières. Et donc, le mouvement écologiste passe de ces mouvements sociaux dans la société civile et commence à rentrer en politique à travers la création des premiers partis verts dans les années 70. Donc, en Europe, les premiers partis émergent en Suisse, en Angleterre, en France au début des années 70. Et dans les années 80-90, ça se diffuse un peu partout dans le monde avec des partis verts nationaux qui émergent sur tous les continents, en Asie, en Afrique, dans les Amériques. Il y a une continuité entre ces mouvements sociaux et les partis politiques qui émergent concrètement avec des figures engagées comme on peut citer Wangari Maathai, du Kenya, qui a lancé le mouvement Green Belt dans les années 70 et qui est ensuite devenu le premier candidat présidentiel dans les années 90, en 1997. En France, il y a la figure de René Dumont,
qui était un chercheur engagé contre l'agro-industrie et qui est devenu le premier candidat présidentiel vert en 1974. Il y a aussi l'histoire des ministères de l'Environnement qui émergent à cette époque aussi et qui sont aussi liés à ces mouvements sociaux qui mettent de la pression sur les États justement pour protéger les populations. Donc l'histoire est un tout petit peu différente. Il n'y a pas un ordre des choses forcément très strict entre société civile, Parti vert et ministère de l'Environnement. Parfois, c'est les ministères de l'Environnement qui émergent avant les partis. C'est le cas dans le Royaume-Uni et en France. Mais en tout cas, il y a une prise en charge de ces enjeux environnementaux sur tous les continents, dans différents pays au niveau national, entre les années 70 et les années 90. Ensuite, dernièrement, on voit aussi une prise en charge au niveau du droit constitutionnel, avec l'exemple de l'Équateur qui, en 2008, a fait une nouvelle constitution qui est la première à garantir les droits de la nature. C'est dans son article 71. Et aussi, donc, ce qu'on veut surligner là aussi, c'est cette idée que, comme vous voyez sur le visuel, ce n'est pas d'abord un mouvement scientifique qui devient un mouvement social, qui devient un mouvement politique de façon séquentielle comme ça. Toutes ces fils continuent. Et c'est le cas. Et s'accumulent comme les énergies. Et s'accumulent. Voilà. Et ça s'accumule. Et c'est le cas aussi avec le mouvement politique. Et donc, plus dernièrement, on peut citer, par exemple, en 2010, la Conférence mondiale des peuples contre le changement climatique, qui va publier sa déclaration universelle des droits de la terre-mère. Donc, il y a une prise en charge continue dans la politique au niveau national comme au niveau international, et pas que dans l'ONU. Il y a aussi des mouvements qui sont enracinés dans les Suds, comme cette déclaration universelle des droits de la terre-mère, qui a été créée à l'initiative des peuples autochtones de l'Amérique. Ouais, et ce qui est vachement intéressant, on prendra le temps d'y revenir sur ça plutôt au deuxième semestre, mais la manière dont les droits de la nature reviennent à l'intérieur de l'ensemble des textes et législations internationales liées à l'environnement est très intéressante, parce qu'elle vient re-questionner aussi la manière dont l'institutionnalisation de l'écologie s'est faite avec des présupposés qui étaient quand même beaucoup ceux de l'hémisphère nord. Et notamment, donc, j'employais le terme Earth First tout à l'heure, les droits de la nature et donc les droits de la terre-mère viennent aussi, du coup, depuis l'intérieur de ces institutions, re-questionner en profondeur le modèle, et ça, on prendra le temps d'y revenir, parce que c'est une des pistes de réflexion qui permet vraiment de regarder complètement autrement les enjeux de transition écologique, par exemple. Et donc, pour finir sur la présentation de cette image si importante pour nous de notre définition de l'écologie, qui est une définition complexe, vous le voyez, historiquement fondée. Et si on repense aussi à la boussole qu'on regardait tout à l'heure, donc est-ce que l'écologie est une science? Ben oui, mais oui et non, elle n'est pas seulement une science. Est-ce que l'écologie est un mouvement social, un mouvement de lanceurs d'alerte? Oui, mais pas seulement ça. Est-ce que l'écologie est un mouvement politique, des partis, des ministères, des sujets internationaux? Oui, mais pas seulement ça. Tout ça à la fois. Et donc on voit bien que depuis les années 30, l'écologie scientifique continue, se développe. Il lui est arrivé plein de choses très intéressantes qu'on ne va pas développer. Depuis les années 60, l'écologie comme mouvement militant n'a cessé aussi de poursuivre son chemin, et que l'écologie politique au sens plus explicite s'est elle aussi développée. Et ce qui est fascinant, c'est de tenir ces trois choses ensemble. Et d'autant plus qu'à partir des années 80, tout d'un coup, s'impose l'évidence dans les mondes académiques que cette histoire d'écologie, en tant que science, mouvement social, est en train de bouger des lignes profondes dans la façon de construire des savoirs, de faire de l'histoire, de faire de la géographie, de faire du droit, de faire de la littérature, de faire de la philosophie. C'est Arne Naess, un des premiers philosophes de l'écologie. C'est Caroline Merchant, une historienne qui vient re-questionner l'émergence de la modernité. Et c'est tout d'un coup ce qu'on appelle les humanités écologiques ou les humanités environnementales. Et donc c'est la dimension vraiment philosophique au sens non disciplinaire, au sens large, la dimension
intellectuelle, philosophique du mouvement, académique, qui vient être la 4e brique de ce grand mouvement qu'est l'écologie. Une brique si importante pour Wild Project. Alors, c'est une brique qui explose dans les mondes anglo-saxons à partir des années 80, mais qui ne va arriver en France plutôt que dans les années 2010-2015. Il y a un long décalage qui serait long à discuter et à expliquer. Mais nous, ce qu'on défend, ce à quoi on tient, c'est que est-ce que vous connaissez beaucoup de mouvements dans l'histoire de la modernité, de l'Occident, depuis 4 siècles, beaucoup de mouvements culturels qui seraient à la fois et simultanément et successivement scientifiques, sociaux, politiques et philosophiques? En fait, il n'en existe quasiment pas. Les seuls candidats, ce serait peut-être la Renaissance ou les Lumières, et encore. Donc en fait, avec l'écologie, on a affaire à quelque chose qui est un mouvement culturel d'une ampleur absolument inédite, qui vient remettre en cause les fondements même de l'ère moderne qui s'est ouverte il y a 4 siècles avec la science moderne. Donc c'est quelque chose de très ample, de trop ample pour nous tous, qui demande une vraie culture. Il faut qu'on connaisse nos classiques, parce que sinon on utilise ce mot en trahissant un siècle de lutte et de pensée. Et c'est pour ça que nous, ça nous fait très mal au cœur intellectuellement de voir déferler cet enseignement à la transition écologique, alors que depuis 15 ans, on construit une bibliographie avec d'autres éditeurs qui définit ce qu'est l'écologie. Ben voilà, on a fait un bon petit tour, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, je fais une petite conclusion rapide. Ouais. Donc forcément, tout ce qu'on vous a dit là ouvre tout un tas de questions, c'était le but, et ouvre tout un tas de problèmes, bah, c'était le but aussi. Et donc, vous le voyez en tout cas, quand Baptiste l'a déjà dit, juste histoire de bien le redire à nouveau, parce qu'il faut que ça devienne notre culture collective dans le cadre de ce parcours. Quand on plonge dans l'histoire longue de l'écologie, dans sa complexité, quand on essaie de la regarder avec finesse, on voit que l'expression de transition écologique, elle ne peut pas être une réponse véritablement sérieuse à la complexité des dérèglements qui sont en cours. On voit qu'elle arrive peut-être à prendre en charge une partie du problème, mais qu'il est probable, plus que probable même, qu'on ait d'autres problèmes que cela, qu'il y ait besoin de l'accoler à d'autres choses, de la regarder depuis ailleurs, et à ce moment-là, ensuite, une fois qu'on aura vraiment fait ce diagnostic, de voir où est-ce qu'on peut aller avec elle, et surtout vers quoi on s'oriente, qu'est-ce que ce serait véritablement qu'une société écologique. Et donc c'est pour ça que on termine avec la fin de ce cours, la première séquence introductive. On va maintenant rentrer dans la séquence 1, qui est la séquence d'où partons, la question du diagnostic écologique, qui va nous amener en plusieurs sessions. Donc on va prendre le temps en fait, de rentrer dans des thématiques plus précises. Donc je les cite rapidement, comme ça on se les met en tête, mais on parlera à la fois de 6e extinction et de santé globale. On parlera de distinction entre nature-culture et de modernité. On parlera de critique du développement. On parlera de critique de la société industrielle, qui sont que des choses qui traversent ce siècle de lutte et de pensée, sur lesquelles, en fait, il y a déjà toute une culture collective potentielle qui existe, à laquelle, en réalité, on est mal formé, très peu formé. Nous, on a décidé de s'y former nous-mêmes parce qu'il y a la maison d'édition, mais on a envie de se dire, voilà, si maintenant il faut enseigner l'écologie, si on devient tous et toutes d'accord pour dire que ça devient un programme collectif, prenons le temps de regarder correctement l'ampleur de ce mouvement-là et de choisir avec quelle balise, sur quoi est-ce qu'on s'appuie exactement pour essayer d'avancer dans nos réflexions sur où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Parfait. Ouais. On s'arrête là peut-être. Ça vous va? Oui, merci. On a un peu débordé pour laisser des places aux questions. Gaïané, s'il y en a, ou Franck, s'il y en a dans la salle. Oui. Je te passe le micro. Merci. Il y a une question de Myriam sur le corpus que vous avez évoqué sur les classiques de l'écologie. Est-ce qu'il y aurait des titres des classiques du technosolutionnisme? Voilà. Et ça rejoint un peu aussi la remarque de Marie-Laure qui évoquait Bernard Charbonneau et Jacques Ellul pour la critique du technoscientisme. Alors c'est une question intéressante, on peut peut-être y répondre ensemble. Moi, ce qui me viendrait comme ça a priori, c'est que quand on voit l'ampleur de la bibliographie qui a été posée par les écologues dans le domaine de la science, par le monde des militants comme Rachel Carson, qui était écologue aussi, par les mondes philosophiques, je pense que c'est absolument écrasant par rapport à la littérature qui a été produite par l'écologie telle conçue comme technosolutionniste. Ce que je veux dire par là, c'est que la créativité conceptuelle, la créativité bibliographique, elle est clairement du côté de cette écologie comme révolution cosmologique. Alors, moi, les livres alors j'ai un biais évidemment là-dessus, mais
Les seuls titres qui me viennent, et il doit y en avoir forcément d'autres, hein, vous nous prenez dans un petit angle mort, les titres qui me viennent sur la question du technosolutionnisme sont que des titres critiques. Les apprentis sorciers du climat, dont on avait déjà parlé, le livre de Fressos, En transition, mais il y a forcément des... Pour moi, il y a toute une littérature. Moi, je pense à quelques exemples. Après, c'est vrai que il faudrait aller lire de plus près ces choses-là. Moi, les deux choses auxquelles je pense, et je pense que c'est important de les noter parce qu'elles sont présentes dans notre paysage collectif, en tout cas pour une bonne partie d'entre nous. La première, c'est toutes les questions de biomimétisme. Le biomimétisme, par exemple, c'est un mouvement hyper intéressant parce qu'à la base, c'est comprendre comment fonctionnent les systèmes naturels et les êtres vivants pour trouver des techniques, des technologies qui nous permettent de faire mieux avec moins. Sauf qu'en fait, ça, très vite, ça vient se coupler à des questions industrielles. Et aujourd'hui, une bonne partie de la littérature sur le biomimétisme, en fait, elle est très compatible avec la transition écologique, avec le technosolutionnisme, et de dire, finalement, c'est la nature qui va nous aider à trouver des manières de toujours continuer à accroître avec de moins en moins de matière. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple auquel je pense aussi, c'est celui de toute la littérature des ingénieurs qui s'intéressent au climat. Par exemple, en France, on a Jean-Marc Jancovici. Alors, vaste sujet, donc pareil, je n'ouvre pas la boîte de Pandore, mais on voit qu'il y a des croyances qui sont toujours très présentes, et même au sein des mouvements de l'écologie, qui sont aussi repris par les partis politiques. L'idée, par exemple, que le nucléaire pourrait être une solution parce qu'elle est décarbonée, qui, à long terme, nous permet de continuer à tous et toutes bien vivre. Ça, c'est technosolutionniste, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, ça veut juste dire que ça croit en l'idée que des ressources fossiles et fissiles vont continuer à être disponibles pour toutes et tous. C'est là où la question se pose aussi. En fait, qui a accès aux centrales nucléaires ? 80% des centrales nucléaires sont dans l'hémisphère nord. C'est quoi les enjeux énergétiques dans l'hémisphère sud ? Si on pense ça d'un point de vue un peu international, on voit que ça soulève des tas de questions. Voilà, donc c'est les deux exemples que je peux donner rapidement. Il y en a probablement d'autres, mais peut-être qu'on pourrait prendre le temps aussi de répondre plus finement avec ça en cherchant un peu de notre côté. Ouais. Oui, une dernière référence qui est, je pense, assez importante là-dessus, c'est le manifeste écomoderniste, The Eco-Modernist Manifesto, qui est vraiment un texte de référence sur l'écologie comme un problème de technologie donc c'est un texte qui a été écrit par un collectif d'enseignants et chercheurs et donc le cœur de leur thèse, c'est l'idée que le problème écologique est un problème qu'on pourra dépasser à l'aide de la technologie, surtout, qui met ça au cœur. C'est peut-être un dernier pan de bibliographie qu'on pourrait considérer comme technosolutionniste, d'une certaine façon, c'est tout ce qui relève des sciences du système Terre. Qui sont apparus à la fin des années 90, début 2000, dont un des représentants les plus connus est Crutzen, l'inventeur, celui qui avait réglé le problème de la couche d'ozone et inventé la notion d'anthropocène. Tout ce qui est publié dans la revue Nature, dans les sciences du système Terre, est bien une bibliographie qui entend gérer les problèmes de la Terre à l'échelle mondiale et donc faire confiance dans les puissances de la science pour régler les déséquilibres causés par... Et peut-être pour clore cette réponse, c'est important de regarder cette bibliographie et ça peut être intéressant de s'en rapprocher. De notre perspective à nous, en fait, comme ça cherche à apporter des réponses techniques à l'intérieur du système existant, en fait, en termes d'intérêt intellectuel, ça reste quand même assez limité parce qu'on voit à peu près où ça va. C'est la géo-ingénierie, en fait. On voit à peu près où ça peut aller. Par contre, ce que nous, on vous propose, c'est l'alternative. En fait, potentiellement, on peut penser ces problèmes-là complètement différemment. C'est ça qu'a essayé de faire l'écologie depuis 100 ans. Et voilà, donc peut-être qu'on pourra prendre le temps de revenir sur ça. Il y a toute une littérature qui est intéressante parce qu'elle permet de bien comprendre les enjeux de transition écologique depuis la transition écologique, mais il y a aussi la possibilité de la regarder depuis complètement ailleurs, avec d'autres présupposés, d'autres philosophies, d'autres modes de pensée, d'autres méthodes d'enquête. Et ça, c'est un vaste continent à aller arpenter ensemble. Peut-être que j'entends aussi dans la question en sous-texte, c'est qu'il y a peut-être un angle mort parfois dans l'écologie politique sur les questions techniques et technologiques, ce qui est absolument vrai. Et c'est pour ça qu'on a prévu notre avant-dernier cours de l'année, celui de octobre ou novembre, je crois, sur les questions techniques et technologiques, sur la question qu'est-ce que ce serait des techniques vraiment écologiques. Merci pour la question en tout cas. Du coup, une réaction de Myriam qui dit « Du coup, les technosolutionnistes appartiennent à la sphère industrielle et économique avant tout. Ils relèvent moins du monde des idées.
C'est une interrogation. Oui, a priori, oui, on peut dire ça. La faiblesse des terrestres ne serait-elle pas d'être trop dans le monde éthéré des idées? L'idée de croissance demeure écrasante et la révolution culturelle que vous appelez de vos voeux ne s'impose pas autant. Le monde des idées, on parle de lanceurs d'alerte, on parle de gens qui ont vendu des livres à des millions d'exemplaires en dénonçant le fait que notre mode d'organisation industrielle tuait nos enfants et nos petits-enfants et allait faire qu'il y aurait de l'arsenic dans leurs veines. Enfin, je ne sais pas, on est quand même sur le mouvement... Moi, j'ai l'impression que le mouvement écologiste, c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers ce siècle de lutte et de pensée, il pèse du poids d'hommes et de femmes incarnés qui ont su ajuster leur mode d'existence à leur pensée, qui ont su faire bouger toutes les lignes intellectuelles et des gouvernements qui, évidemment, défendent les positions modernistes, mais on est face à une espèce d'armée de l'ombre, une armée paisible, une armée pacifique, de même que les partisans de Gandhi qui faisaient le satyagraha, les millions d'Indiens qui marchaient main nue étaient une armée pacifique. Et donc, je pense qu'il faut plutôt le voir comme une armée de l'ombre, une armée de la paix, plutôt que comme des gens qui sont dans le monde des idées. Et personne n'est plus les pieds sur terre que les écolos et les terrestres. Ouais, et puis je pense qu'après, moi, sur ce genre de questionnement, j'aime aussi, pareil, toujours bien renverser la charge de la preuve. En fait, si on regarde ces sujets-là depuis les Suds au cours des 100 dernières années, en fait, l'immense majorité des êtres humains vivaient de façon écologique et on s'évertue à faire en sorte qu'ils puissent de moins en moins le faire. Donc, c'est pas le monde des idées, c'est juste nous qui... Enfin, en tout cas... de mon point de vue, je parle vraiment pour moi là, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un monde occidental, moderne, assez impérialiste, qui impose ses manières de vivre à l'ensemble de la planète. Et c'est là où ça me questionne, c'est en fait, c'est pas le monde des idées. Enfin, du coup, puisque ce système-là, il existe, on a besoin d'idées pour le combattre, mais dans tous les endroits où il n'est pas encore arrivé, globalement, les gens vivent de façon très écologique, donc il est d'ores et déjà là, quoi. Je sais pas comment dire. Ouais. On pourrait même ajouter que le point de vue moderne, la conception moderne de la nature, qui par exemple débouche sur l'idée de faire des méga-bassines pour capter des ressources en vue de sécheresse future, ces gens-là vivent complètement dans le monde des idées. C'est-à-dire que leur conception de la nature est complètement abstraite et à côté de la plaque de la réalité. Donc si on prend au sérieux la notion d'écosystème et qu'on pense que c'est une description correcte de ce que c'est que la nature, ce sont les modernes qui vivent dans le monde des idées. Ils n'ont pas les pieds sur terre. Ils sont dans une idée de la nature qui est complètement erronée. Et quelque part, alors c'est cette belle phrase de Calicote, j'adore cette phrase qui dit « La crise écologique dans son ensemble vaut comme une réfutation par le monde lui-même, par la nature elle-même, de l'hypothèse moderne selon laquelle la nature serait une collection d'objets séparés de l'humain. » Et donc c'est très beau de voir ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y avait une hypothèse moderne de la science moderne qui en fait est réfutée par la crise écologique. Donc je dirais que vraiment, clairement, ceux qui vivent dans le monde des idées, ce sont les modernistes. La permaculture serait un autre contre-exemple où on part de quelque chose de concret qui est comment faire de l'agriculture, comment avoir des moyens de subsistance qui ne détruisent pas l'environnement dans lequel on vit et qui part de là justement pour poser des questions plus sociales, éthiques. Mais vraiment à partir de ces problématiques pratiques. Il y a d'autres questions. Ouais. Et ouais, juste parce qu'il est juste derrière moi, je le vois en tournant la tête, mais Monoculture de l'esprit de Vandana Shiva parle quand même vraiment de ça. C'est en fait, si on regarde par exemple les questions agricoles du point de vue de l'Inde et comment est-ce que le développement agricole s'est fait en Inde depuis les années 50, voilà, je trouve que ça renverse vraiment la manière de penser les questions de développement et les questions techniques. Juste, il était derrière moi, donc ça faisait un petit aparté. Il y a eu deux questions, si on revient du côté de la boussole. Que dire de l'éthologie, qui est une science frontière finalement entre les sciences écologiques et les sciences humaines, qu'on pourrait renommer animales si on accepte l'humain comme animal. Et aussi, j'essaie de grouper les questions, mais est-ce qu'on pourrait définir un peu plus précisément la notion des communs qui apparaissait Alors peut-être je peux dire, sur l'éthologie, assez rapidement, c'est une science, donc la science du comportement animal, c'est absolument fondamental et hyper intéressant, parce que le comportement, c'est une chose qu'on partage, nous humains, nous nous comportons, nous avons des attitudes, des comportements, les animaux aussi se comportent, et donc c'est une très belle notion qui traverse, dans laquelle le dualisme homme-nature ne marche pas du tout. Donc c'est très beau de nous prendre par là. Et l'éthologie est née de façon à peu près contemporaine de l'écologie dans les années 30, puis surtout 40, 50 en réalité.
Et il y a effectivement une espèce de... On parle d'écologie, mais c'est vrai qu'on ne peut pas penser l'écologie sans la théorie de l'évolution qui était juste avant, et en faisant abstraction non plus de l'éthologie. Donc il y a une espèce de complexe qu'on dit parfois étho, évo, éco, évo, qui vient effectivement croiser ces trois sciences. Éthologie, écologie, évolution. Oui, oui, dans l'autre sens, évolution, écologie, éthologie, si on parle chronologique. Mais en tout cas, effectivement, ces trois sciences sont absolument solidaires dans leurs principes et dans leurs horizons et dans leurs implications philosophiques, c'est absolument clair. Et sur les communs, peut-être je te laisse... Oui, sur les communs, on y reviendra. En fait, on y reviendra même à plusieurs reprises, je pense, parce que c'est une histoire assez longue. Donc, je vais essayer de la faire très courte en vous disant qu'on y reviendra. Premièrement, la notion des communs, elle est quand même directement liée à la notion de propriété privée. Ça, c'est quand on parlera notamment de la mort de la nature de Caroline Merchant, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir, mais avant l'invention de la propriété privée, c'est-à-dire les enclosures au XIIe, XIIIe siècle en Angleterre, il y avait un partage commun des terres, et donc voilà, la notion de commun, elle vient de fait mondialement s'articuler à la notion de propriété privée. Ça, il faut prendre le temps d'en parler. Et l'autre chose qui est importante, c'est aussi que les communs, dans leur manière de penser l'économie, donc il y a la théorie des communs, Elinor Ostrom, pareil, on pourra revenir sur ça un petit peu si vous voulez, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose qui part de l'idée d'une gestion en commun, c'est bien le cas de le dire, d'une ressource, d'un milieu, sans l'épuiser et à long terme. Donc les communs, pour le coup, sont une manière de concevoir les rapports économiques et les rapports aux ressources. Une fois encore, c'est à l'intérieur de la théorie économique, donc ça aussi, ça peut se questionner, mais c'est intéressant d'imaginer l'idée que le partage fonctionne. Qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des systèmes économiques extrêmement réglés et même en fait spéculatifs. On peut juste s'organiser ensemble depuis une ressource commune qu'on entretient à long terme. Et donc dans les communs, il y a aussi, notamment quand on les regarde depuis les Suds, on prendra le temps de revenir sur ça dans une session, c'est intéressant parce que ça oblige vraiment à faire atterrir les questions économiques dans des lieux précis et du coup des lieux en évolution et d'être en évolution avec les milieux dans lesquels on vit. Donc voilà, le commun en tout cas est, on peut dire, une approche profondément écologique de l'économie. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions, Gaëlle ? Alors sur les communs, c'est que le moment important des enclosures, de la fin des communs, va quand même être contemporain de l'émergence de la science moderne, du capitalisme, donc plutôt 15-16e. Ça commence avant et ça s'étend jusqu'au 16e. Plutôt à ce moment-là que ça va être perdu, ouais. Mais on aura l'occasion de revenir sur ça dans la session, je ne sais plus laquelle. La 4, je pense. La 4 ? Je crois, ou la 3. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, il y avait quelque chose ? Ouais, si, vas-y. Vas-y. Une question de William. La symbiose est définie comme le partage de ressources et ou de services. Comment la penser autrement ? Oui, peut-être c'est une question un peu décalée par rapport à ce qu'on voit là, parce que... Après, on a parlé t'as parlé de symbiose à un moment au tout début quand tu parlais de Fressoz. Alors la notion de symbiose, on ne l'a pas évoquée, mais la notion de symbiose, c'est quand même une notion centrale des pensées de l'écologie. Céline Margulis, c'est l'idée que, du coup, donc ce qu'on appelle l'endosymbiogénèse, mais que l'évolution se fait par symbiose. Et après, symbiose, c'est un terme, on rentre dans des questions plus aussi d'écologie scientifique, mais qui en fait ont des tas d'implications sociales et politiques. La notion de symbiose, c'est pas, elle est multiple, elle est complexe, parce qu'en fait, à l'intérieur de la symbiose, on met les questions de parasitisme, on met les questions de commensalisme, ça veut dire juste cohabiter ensemble les uns à côté des autres, et les questions de mutualisme, où vraiment on se mélange. Donc il y a plein de manières de faire symbiose. Et il y a des symbioses qui sont plus destructrices que d'autres pour certaines parties pris de l'équation. Mais la notion de symbiose, ce qu'elle a de vraiment intéressant, c'est qu'elle permet de penser des interdépendances, des coévolutions. Elle vient vraiment casser les idées un peu fixes des dualismes modernes, qu'il y aurait d'un côté soit ça, de l'autre soit ça. En fait, la notion de mélange, de coévolution et d'interdépendance est vraiment centrale, et donc de fait ça peut
Ça peut en effet avoir des tas d'implications politiques, mais je pense, pareil, on aura le temps de revenir sur ça. Une façon peut-être de raccrocher cette histoire de symbiose que tu as bien résumée au reste du cours pour ouvrir vers le prochain, c'est que la notion d'écosystème, vous vous rappelez, qui tout d'un coup marque la naissance de cette nouvelle science, en fait, vient tout d'un coup, en venant alerter sur le primat des relations sur les individus, va assez vite faire s'étendre à l'échelle de la planète. Et c'est ça qui va se passer avec l'hypothèse Gaïa. L'hypothèse gaïenne, en fait, n'est que le passage à l'échelle planétaire de cette idée d'interdépendance, puisque du coup, la Terre apparaît comme l'espèce d'unité à laquelle se passe la vie à l'échelle planétaire. Et donc, comment est-ce que cette unité de base de la nature qu'est l'écosystème peut être pensée aussi à l'échelle du système planétaire? Et donc, c'est pour dire que là aussi, on l'avait dit tout à l'heure, la dimension scientifique de l'écologie, elle continue, tandis que la dimension politique internationale continue. Et d'ailleurs, il y a un recroisement entre l'hypothèse Gaïa et la prise en charge internationale des enjeux écologiques au moment où l'hypothèse Gaïa est transformée en science du système Terre et va donner lieu à ce nouveau projet des géo-ingénieries. C'est un croisement entre cette dimension scientifique de l'écologie qui a évolué vers l'échelle planétaire et les enjeux internationaux, ce qui est logique. Il fallait bien que ces gens-là se retrouvent autour de la table pour abonder ce qu'on appelle aujourd'hui cette fameuse transition. Et donc, en tout cas, ce qu'on peut retenir de la session d'aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup dans l'histoire de l'Occident un mouvement culturel de cette ampleur-là qu'est l'écologie. Il faut quand même respecter les mots qu'on utilise. On ne peut pas dire n'importe quoi, n'importe comment, surtout dans l'enseignement supérieur, dans des mondes institutionnels. Et donc, si on parle de transition écologique, l'écologie, c'est quelque chose qui pèse très lourd. C'est un gros centre de gravité, un siècle de lutte et de pensée. Et donc, si l'écologie est un changement de cosmos, c'est au moins une transition, voire beaucoup plus. Et donc maintenant, on est content d'avoir fini cette introduction parce qu'on va pouvoir démarrer véritablement le parcours de l'année. On va pouvoir se lancer dès la prochaine session dans cette grande question du diagnostic écologique. En quoi consiste précisément la crise écologique? Vous allez vous dire, bon, c'est très bien. Vous allez voir que pas du tout. On ne sait pas du tout en fait en quoi consiste la crise écologique, mais en tout cas il y a plusieurs visions de la crise écologique qui s'affrontent et que là on va rentrer dans le dur, au-delà des questions idéologiques, des sensibilités qu'on peut respecter de chacun. On va rentrer dans le dur des projets de société en partant de ce problème de diagnostic, effectivement, comme on le voit sur la dernière slide. Peut-être qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Oui, je pense. Merci à toutes et tous, et on espère que vous resterez fidèles. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos retours positifs ou critiques, ça nous fera avancer. Merci. Merci.